Ali vous a présenté l'importance de bien écrire ces petites unités que sont les signes et symptômes. Mais une fois que ces signes et symptômes sont bien décrits, que peut-on faire? Comment les assembler pour qu'ils prennent du sens et que nous puissions arriver à l'étage du trouble? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre et de discuter dans cette présentation. Nous avons donc tous nos signes, symptômes qu'on aura recueillis pendant l'examen clinique, que l'on va retrouver en vrac, comme ces petites briques, et qu'on va essayer d'assembler de manière à pouvoir porter un diagnostic. Ce diagnostic essaiera d'entrer dans les grandes catégories nosographiques. Malheureusement, plusieurs problèmes vont se poser au moment où on va vouloir les assembler. Et nous allons voir dans cette présentation que les grandes catégories nosographiques, telles que DSM, AirDoc et ITOP, ne nous ont pas vraiment aidés à résoudre ces problèmes. Alors, les problèmes, les voici. Donc le tout premier, ça va être: que fait-on de l'intuition diagnostique? Deuxième problème: que signifie l'étage syndrome? Est-il utile? Et pourquoi est-ce qu'il est important de l'utiliser? Et le troisième problème: comment faire pour que nos descriptions sémiologiques qu'on aura retrouvées au cours des examens cliniques, tels qu'on a l'habitude de les faire, puissent coller au textbook d'apprentissage et puissent coller aux grandes catégories nosographiques. Et là, on va s'apercevoir qu'on est en grande difficulté pour faire les liens entre toutes ces étapes. Donc, premier problème, l'approche inductive-intuitive, notre intuition diagnostique, versus nos déductions, notre analyse et les différentes étapes de l'examen clinique qui nous conduisent au diagnostic. Classiquement, au cours de nos études de médecine, nous apprenons le raisonnement diagnostique et nous essayons de recueillir, comme on l'a appris pendant l'examen clinique, les différents symptômes que l'on va associer pour former un syndrome. Donc en psychiatrie, ça va être la même chose. Par exemple, le symptôme tristesse associé au symptôme anédonie, au ralentissement psychomoteur. Tous ces symptômes vont faire un syndrome, on va dire syndrome dépressif, qui va pouvoir être associé à d'autres syndromes. Par exemple, des idées délirantes associées, qui constituent un syndrome psychotique. On va associer tous ces syndromes ensemble. Donc ici, par exemple, épisode dépressif, syndrome dépressif associé à syndrome psychotique, qui va nous faire un diagnostic d'épisode, un épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques psychotiques. Et ensuite, on va regarder dans le temps si ces épisodes se répètent, si on a eu des épisodes maniaques. On va voir au cours du temps, on va pouvoir poser diagnostic de troubles dépressifs récurrents, troubles bipolaires. Le problème, c'est que ce raisonnement analytique, déductif, ne semble pas être en psychiatrie le seul processus que nous utilisons pour poser un diagnostic, et le raisonnement même semble pouvoir se faire dans l'autre sens, à savoir que nous aurions de manière très rapide une intuition diagnostique très fiable. Pour étudier ça, une étude importante avait été menée dans les années 70 par Sandy Fair au Dorothea Hospital, et cette étude incluait 60 patients qui venaient d'être admis, qui acceptaient d'être filmés, des psychiatres âgés de 30 à 45 ans, avec en moyenne 10 ans d'entraînement et d'expérience, servaient d'observateurs. Dans une première phase, 30 films étaient visionnés chacun par 18 observateurs, et au bout de 3 minutes, une pause était aménagée pour que chaque observateur puisse noter ses commentaires et les symptômes présents. Dans une deuxième phase, chacun des 30 films était passé sans interruption. Un réveil sur le bureau permettait aux 10 observateurs de noter le nombre de minutes écoulées quand ils écrivaient quelque chose. Les résultats sont les suivants. Selon les commentaires et les écrits obtenus à la 3e minute, on pouvait distinguer 4 catégories. Dans 1% des cas, les observateurs n'avaient noté aucun commentaire. Les commentaires descriptifs étaient envisagés dans 32% des cas. Un ou plusieurs diagnostics étaient envisagés pour 33% des observateurs et un diagnostic spécifique était noté dans 33% des cas. Ce qui veut dire qu'à 3 minutes, la préférence pour une seule catégorie diagnostique était déjà présente dans un tiers des cas, chez un tiers des observateurs. Sur un total de 850 symptômes, 425 étaient recueillis pendant les 3 premières minutes sans le moindre doute pour les 3/4 d'entre eux. Au cours de la deuxième phase, sur les 922 diagnostics retenus, là encore, 396 étaient envisagés dès les 3 premières minutes. Les auteurs ont ensuite regardé par trouble et ils ont constaté que sur les 230 diagnostics de dépression, 126, donc 56%, étaient déjà envisagés au cours des 3 premières minutes. Dans la schizophrénie, même chose. Sur 56 diagnostics, la moitié était déjà repérée au cours des 3 premières minutes. Au total, le diagnostic envisagé à 3 minutes était rejeté une fois sur 4, mais dans 3/4 des cas, le diagnosticien maintenait son impression clinique initiale.
Une impression diagnostique initiale devient donc un diagnostic définitif dans 75% des cas. Cette intuition diagnostique est bien présente et les 3 premières minutes ont un impact significatif et parfois décisif sur le diagnostic final. Alors que faire de cette intuition diagnostique lorsqu'on souhaite porter un diagnostic de trouble dans les grandes classifications nosographiques et par exemple dans le DSM? Alors bon, vous savez déjà, donc le DSM propose l'identification clinique des signes et symptômes des troubles dans une approche statistique quantitative, où l'étiologie des pathologies n'est pas envisagée, on est vraiment sur un mode statistique. Vous vous souvenez, dans le DSM-4, on avait une organisation selon 5 axes d'analyse qui incluaient les troubles cliniques, les troubles majeurs cliniques, les troubles de la personnalité, les aspects ponctuels troubles physiques, facteurs psychosociaux et environnementaux, et axe 5, c'était fonctionnement global, et à l'intérieur de chacun de ces axes, on retrouvait donc tous les troubles comme listés sur la diapo. DSM-5, l'organisation a un peu changé, avec, comme vous voyez sur la diapo, on n'a plus les axes, mais uniquement les grands troubles listés les uns après les autres. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dans sa 3e version provient des réflexions d'un projet de recherche qui était intitulé Research Domain Criteria. Et ce projet considérait que la première étape de la médecine scientifique était l'examen clinique des patients et qu'il s'agissait d'améliorer cet examen clinique afin d'établir des critères diagnostiques les plus fiables possibles, les plus objectifs possibles. Et ce projet a mené à l'opérationnalisation de critères pour augmenter la fiabilité de l'évaluation des symptômes et des signes en psychiatrie et donc du diagnostic. Le problème, c'est qu'en augmentant la fiabilité et en ne gardant que les signes et symptômes utiles, on a appauvri, le DSM a appauvri le corpus des signes et symptômes étudiés. La liste des critères est pourtant devenue la référence pour les termes sémiologiques en psychiatrie, réduisant ainsi et simplifiant le corpus des signes et symptômes étudiés. Et pourtant, Wing, Cooper et Sartorius, à la même époque, rappelaient que nos connaissances médicales sophistiquées actuelles ont été acquises grâce à des siècles d'observation et de description au cours desquels les descripteurs et les classificateurs ont joué un rôle aussi dynamique et créatif que ceux qui s'occupent de processus. Alors l'objectif a été avec ce processus d'augmenter la fiabilité interjuge, mais en ce faisant, on a donc diminué la validité du diagnostic. Et donc on comprend bien que cet objectif était contraire à l'intuition diagnostique et l'idée était de minimiser au maximum l'intuition diagnostique qui donc n'a pas sa place ici. Qu'en est-il de l'intuition diagnostique dans d'autres grands systèmes de classification, comme par exemple les RDoC? Donc les RDoC, en juillet 2010, Thomas Insel, qui était alors directeur au NIMH, propose de publier un court article dans l'American Journal of Psychiatry où il annonce une reconception majeure des catégories fondamentales d'appréhension des troubles mentaux sur lesquelles devrait s'appuyer à l'avenir le NIMH pour structurer ses politiques de financement de la recherche dans ce domaine. C'est le programme DRDoC, Research Domain Criteria. Selon lui, les catégories de diagnostic issues du DSM ou de la CIM, fondées sur du consensus clinique et reposant sur l'observation des signes et des symptômes, ne correspondent plus aux résultats des neurosciences cliniques et de la génétique et ne prédisent pas les réponses au traitement et ne permettent pas non plus d'accéder aux mécanismes fondamentaux sous-jacents au syndrome observé. Il a donc créé cette nouvelle classification des RDoC. Concrètement, l'architecture conceptuelle du programme RDoC repose sur une matrice qui croise 7 niveaux d'analyse, donc gènes, molécules, cellules, circuits, physiologie, comportement, description subjective, avec 5 domaines fonctionnels. Donc système des valences négatives, des valences positives, système cognitif, système des processus sociaux, système d'éveil et de modulation. Donc ces domaines fonctionnels sont eux-mêmes décomposés en un petit nombre de construits théoriques, ces construits qui sont des entités abstraites non directement observables à un instant donné, mais auxquelles on suppose une validité naturelle que l'on peut empiriquement tester. Donc chaque case ensuite de la matrice est supposée faire l'objet de recherches empiriques documentant les systèmes biologiques impliqués et leur spectre de fonctionnement. Donc vous voyez que chacun des domaines est défini dans le tableau qui est disponible sur le site internet des RDoC. Chacun des domaines, comme je le disais, est composé de plusieurs construits. Et là, vous avez sur cette diapo tous les construits qui composent chacun des domaines que l'on a décrits. Voilà, sur cette diapo, donc vous voyez la matrice avec les lignes et les colonnes et les cases dans lesquelles on note toutes les informations correspondantes.
Ici, vous avez un exemple, que le site se présente de la manière suivante. Donc, vous avez le domaine des valences négatives qui est décrit avec sa définition. Et dessous, vous avez listé tous les construits qui correspondent au domaine des valences négatives. Vous pouvez ensuite cliquer sur un des construits du domaine, par exemple FIR ici, et vous voyez, vous trouvez la description qui s'affiche directement. Que vous êtes donc sur ce construit, et bien vous pouvez regarder toutes les cases qui correspondent au construit, et vous allez avoir, pour molécules, tout va être décrit, pour cellules, tout va être décrit, circuit, tout est décrit, et vous voyez tous les processus, molécules, tout ce qui est impliqué dans ce construit-là. On revient à notre question initiale de l'intuition diagnostique, et bien on se rend compte que là, on ne sait pas trop où la placer, et qu'aucune colonne spécifique de sémiologie clinique n'a été identifiée dans les RDoC, on n'a pas de colonne de sémiologie, donc on voit mal comment on pourrait placer l'intuition diagnostique qui n'a pas du tout sa place dans ce système de classification. Même s'ils sont incontournables, les systèmes de classification que nous venons de voir posent tout de même certains problèmes. L'approche par catégorie en constitue un premier, car de plus en plus en recherche, on montre que la psychopathologie existe plutôt sur un continuum. Par ailleurs, les diagnostics restent peu constants d'un clinicien à l'autre. Certaines catégories sont trop larges, d'autres trop restreintes, avec des patients qui ressortent sans diagnostic, alors que la détresse est réelle. Et enfin, ces systèmes n'abordent presque pas la question des comorbidités, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs diagnostics, alors que cette situation est plutôt la règle que l'exception. Donc pour répondre à ces problèmes et proposer un outil utile pour la recherche et la clinique, un consortium d'experts issus de différentes disciplines en santé mentale a travaillé plusieurs années à la mise en place d'un autre système pertinent qui serait basé sur des données cliniques et expérimentales qui essaierait de dépasser ces limites traditionnelles des classifications classiques. Donc ce système, c'est les HITOP, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, qui se base sur la co-occurrence et la covariation réelle des symptômes pour créer une classification sans a priori sur la structure. Autrement dit, on part plus du principe que les maladies mentales s'organisent en catégories, on part de la réalité scientifique et clinique pour, a posteriori, dégager des recoupements entre les symptômes. Donc ils ont utilisé pour y arriver des méthodes d'analyse comme l'analyse factorielle, qui permet d'extraire des groupes de variables sur la base de corrélation entre les données. Par exemple, si deux symptômes ou deux troubles apparaissent très fréquemment ensemble, ils seront fortement et positivement corrélés et donc inclus dans la même variable. Et donc, après plusieurs années de recherche, les HITOP ont commencé à proposer un système opérationnel. Les HITOP sont donc une structure hiérarchisée avec chaque niveau qui englobe le niveau sous-jacent. Ils vont donc s'organiser de façon hiérarchique, du plus général, avec le spectre et dimensions, jusqu'aux traits et symptômes. Le niveau spectre, conçu comme des continuums plutôt que des catégories délimitées par des seuils, donne une approche dimensionnelle au projet HITOP. Donc on va avoir les spectres internalisation, externalisation, troubles de la pensée formelle, détachement et somatoforme. Les spectres dimensionnels sont ensuite précisés en sous-facteurs, par exemple les troubles alimentaires, peur, détresse, puis syndrome trouble, qui représentent des catégories de diagnostic telles qu'on les connaît, pour finir par les traits et les symptômes. Le but de cette classification est que le modèle reste dynamique et mis à jour à partir de toutes nouvelles données sur l'association clinique, la comorbidité, les facteurs de vulnérabilité communs qui concernent un ou plusieurs troubles mentaux. À terme, en affinant le modèle et en se débarrassant le plus possible des redondances, le clinicien pourrait disposer d'un outil qui permettrait d'envisager la maladie mentale au plus près de la réalité clinique. Donc voilà, sur cette diapo, donc vous avez le schéma global qui représente toutes les dimensions et toutes les modalités que nous venons de décrire du système de classification des HITOP. Et également donc, tous les différents spectres dimensionnels et les sous-facteurs, ainsi que les traits et symptômes. Une nouvelle fois, on se pose la question, dans cette nouvelle classification, que faire de l'intuition diagnostique? Et là encore, on se rend compte qu'elle n'a pas trop sa place et que l'intuition diagnostique n'est pas du tout envisagée une nouvelle fois dans ce système de classification. Alors le deuxième problème qui va se poser est le problème du syndrome. Que faire du syndrome? On ne le retrouve jamais dans aucune classification, enfin, c'est ce qu'on va essayer de rechercher en tout cas dans les 3 classifications qu'on vient de détailler, et on ne sait pas très bien où le placer alors qu'il est un élément fondamental de notre examen clinique lorsqu'on est étudiant en médecine. On ne sait pas très bien où le placer pour nous aider à porter un diagnostic de trouble. On a vu tout à l'heure donc que au cours de l'apprentissage
de l'exercice de la médecine et de la formulation d'un diagnostic. On associait des signes et symptômes pour former des syndromes, et ces syndromes associés entre eux, avec une évolution temporelle dans le cadre d'une rupture avec un état antérieur et associée à des répercussions fonctionnelles et sociales, nous aidaient à porter un diagnostic de trouble. Le problème, c'est que lorsque l'on recherche ce syndrome dans les grandes classifications, donc on va commencer comme tout à l'heure par le DSM, eh bien on ne le retrouve pas. On ne sait pas où il est. Si l'on regarde les critères du DSM, on se rend compte que idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés, ce sont des symptômes. Et ce sont les symptômes qui nous permettent, associés entre eux, de porter notre diagnostic. On ne retrouve pas l'étage du syndrome. Pareil pour l'exemple de l'épisode dépressif, donc je vous décrivais tout à l'heure quand on détaillait le raisonnement diagnostique. Là aussi, ce sont une liste de symptômes, donc humeur dépressive, réduction marquée de l'intérêt ou du plaisir, l'insomnie, la perte de poids. Tout ça, ce sont des symptômes et on ne retrouve pas dans aucun des critères la notion de syndrome. Histoire dans la classification AirDoc, donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de colonne sémiologie, donc c'était peu probable que l'on retrouve l'étage syndrome, et effectivement, on ne voit pas vraiment à quoi pourrait correspondre le syndrome de notre raisonnement clinique à l'intérieur de la classification des AirDoc. Dans les ITOP, eh ben, c'est pareil, eh ben, on voit que syndrome et trouble sont mélangés. Ils sont ensemble sur une même ligne, un même étage, et ils ne sont pas du tout distingués. Donc là encore, on ne sait plus quoi faire de notre syndrome que nous avons recherché au cours du raisonnement diagnostique. Dernier problème qu'on va essayer de revoir à travers les grandes classifications, ça va être le lien entre la façon dont sont organisées les réflexions cliniques à l'intérieur des textbooks et la conduite de l'entretien clinique tel qu'il est décrit avec présentation, humeur, classiquement dans les textbooks, et la classification des symptômes que l'on retrouve dans les nosographies et une absence de concordance entre les deux. Donc il existe de nombreux textbooks qui nous apprennent la conduite de l'entretien clinique, et on se souvient quand on est étudiant, donc on essaie de suivre les grands chapitres de cet entretien clinique avec apparence générale, par exemple sur celui-là, hein, sur celui d'Oxford, apparence générale, comportement, le langage, l'humeur, affect, les pensées, perception, cognition. Voilà, on essaie de suivre et de recouper tous les symptômes que l'on va pouvoir trouver dans chacun des items. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a notre examen clinique, qu'il est bien complété, qu'est-ce qu'on en fait, et on se retrouve étudiant en médecine un peu embêté parce qu'il ne correspond pas du tout à ce que l'on va retrouver dans les grandes classifications nosographiques. Alors, par exemple dans le DSM, alors déjà que notre intuition clinique ne nous est d'aucune utilité. Le syndrome, on ne sait pas trop où le placer. Il va en plus maintenant falloir faire une équivalence, une gymnastique pour essayer de classer ce qu'on a pu récupérer avec notre entretien clinique basé sur nos textbooks dans lesquels on a appris l'entretien, avec les classifications et les grands troubles tels que le DSM les propose. Donc c'est là aussi encore un peu compliqué. La question va aussi se poser avec les AirDoc. Donc que faire de notre entretien clinique tel qu'on l'a appris dans les textbooks avec cette classification nosographique proposée par les AirDoc. On le disait tout à l'heure, on n'a pas donc de colonne sémiologie dans les AirDoc, mais de manière étonnante, c'est peut-être là qu'on pourrait essayer de coller le plus au textbook, puisque dans les différents domaines proposés dans les AirDoc, on va pouvoir essayer de faire coller peut-être, si on essaie, c'est ce qu'on avait essayé de faire hein, dans un article paru dans les Annales avec Dr Mikulo, de faire coller les différents signes et symptômes à chacun des domaines de manière à ce que notre entretien clinique soit à peu près cohérent avec les différents domaines d'AirDoc. Donc c'est peut-être là qu'on aura le plus de chances, le moins de gymnastique à faire pour retrouver le trouble dans la bonne catégorie de la classification AirDoc. Pour finir, dans les ITOP, de la même manière, hein, l'entretien clinique ne correspond pas du tout à l'organisation de la classification du modèle ITOP. Donc l'entretien, les résultats qu'on va obtenir suite à l'entretien qu'on aura réalisé avec les textbooks ne permettront pas du tout de nous retrouver dans la classification. Il va encore falloir faire une gymnastique pour s'intégrer dans un des troubles proposés par les ITOP.
Vous avez ici un tableau de synthèse donc sur les 3 problèmes, les 3 questions qu'on s'est posées. Donc, la question de l'approche diagnostic intuitive, l'intuition diagnostique, l'approche, le problème du syndrome et le problème du lien entre l'entretien tel que les textbooks nous les apprennent et les classifications. Donc, à travers les 3 grandes classifications qu'on a présentées, DSM, RDoC et ITOP. Et donc, vous voyez que, quelle que soit la classification, les problèmes dans les 3 types de problèmes demeurent. Il y a peut-être uniquement donc l'espoir avec les RDoC où on arrive un petit peu à faire le lien avec les grands domaines de l'entretien clinique dans les textbooks. Peut-être la notion de syndrome pourrait correspondre dans le DSM à ce qu'on appelle épisode, si on tire un peu les choses. Mais globalement, ces problèmes restent pour l'instant non résolus dans les grands systèmes classificatoires actuels. Peut-être que la question plus fondamentale à se poser, c'est finalement pourquoi a été créée cette classification, quelle est sa logique et à quoi doit servir une classification. C'est encore l'exemple du jardinier et du botaniste qu'on avait repris dans un article des Annales. C'est Clint Jackson qui avait proposer cette métaphore et comparer la problématique du médecin face à l'organisation de la sémiologie à celle de l'organisation des plantes par le jardinier ou le botaniste. Avec un botaniste, tel un scientifique qui a besoin d'une taxinomie, donc de régir les principes et les règles qui gouvernent la classification des êtres vivants, et d'un autre côté, un jardinier qui a besoin d'un outil d'organisation pratique qu'il puisse utiliser au quotidien. Donc cette double logique d'organisation, du jardinier qui arrange et du botaniste qui classe, se retrouverait en psychiatrie, avec donc des systèmes classificatoires différents selon leur objectif. Donc la question à laquelle il s'agit plutôt de répondre est celle de savoir pourquoi classer. Est-ce que c'est plutôt pour poser des diagnostics, favoriser des décisions thérapeutiques, échanger de manière consensuelle entre les médecins, informer les patients de leur entourage, transmettre, enseigner, ou alors est-ce que c'est pour mieux caractériser la sémiologie, trouver des hypothèses physiopathologiques, étudier l'épidémiologie des troubles, l'efficacité des thérapeutiques sur le pronostic naturel? L'essentiel est de savoir pourquoi on classe, dans quel objectif. C'est donc une des questions pour lesquelles nous continuons de discuter et réfléchir au sein de l'ESP. Je vous remercie de votre attention.